Je suis Juliette Emehoun, docteure en histoire moderne. Et moi, je suis Clarisse Gaillard et je suis docteure en histoire contemporaine. Et donc, l'objectif de ce livre, Histoire de célibat, c'était avant tout de parler, en fait, des célibataires dans l'histoire, parce que c'est des individus qui ont été plutôt omis par les livres et par la recherche jusqu'ici. Et on a fait le choix de faire 10 portraits de célibataires, parce que on voulait non pas faire une synthèse de l'histoire du célibat du Moyen-Âge au XXe siècle, mais on voulait en revanche voir les effets du célibat dans les trajectoires individuelles et voir selon les différentes périodes quelles pouvaient être aussi les tendances qu'on pouvait identifier dans ces trajectoires personnelles. On fait référence aux travaux actuels, notamment des sociologues Marie Bergstrom, Géraldine Vivier et de la démographe Sandra Bray, qui montrent bien qu'encore aujourd'hui, le célibat est source de stigmatisation ou de dévaluation. Et pour nous, ça a une histoire assez récente, en fait. Ça daterait du XVIIIe et surtout XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est l'apparition même du mot célibataire. Il ne date, en tout cas en France, que du milieu du XVIIIe siècle. Et il s'accompagne de tout un arsenal de mots, d'expressions péjoratives pour désigner le célibat, comme les plus connus, un vieille fille, vieux garçon. Et donc nous, ce qu'on veut montrer avec ce livre, c'est que avant cette période-là, le célibat, c'est pas vraiment une question. Il y a des célibataires, mais il y a pas de mots déjà pour les désigner. Et donc, voilà, on est célibataire, on traverse des périodes de célibat dans sa vie, des périodes de non-mariage, mais il y a pas forcément de vision négative qui s'apparente au célibat. Lorsque la stigmatisation du célibat se construit progressivement à partir du XVIIIe siècle et singulièrement à partir du XIXe siècle, elle ne s'adresse pas de la même manière aux hommes et aux femmes. Et là-dessus, la formalisation du mariage comme norme bourgeoise a vraiment un rôle important. Le célibat apparaît vraiment comme un problème de femme, dans le sens où une femme qui ne se marie pas, c'est une femme qui reste à la charge de sa famille, parce que le travail féminin est considéré comme une défaillance du mari. C'est-à-dire que le Code civil met en place un rapport de domination entre le mari et son épouse. Le mari doit subvenir aux besoins de son épouse. Donc, si l'épouse travaille, c'est parce que justement le mari n'y subvient pas. Donc, cette stigmatisation du travail féminin va aussi avec la stigmatisation du célibat féminin, et ça entretient toute une série de discours qui entretient donc en fait le mythe de la vieille fille, qui serait inutile à la société, qui serait aussi une charge. Et dans une logique aussi de naturalisation du féminin et masculin dans le mariage, la vieille fille est aussi celle qui ne se réalise pas fondamentalement dans sa féminité, parce que justement elle n'est pas dans la relation avec les hommes dans le mariage. Alors l'une des idées reçues qu'on a aussi sur le célibat, et ça c'est vraiment un héritage du 19e et puis de notre modernité, c'est l'association célibat-solitude. C'est vraiment voilà, quelqu'un de triste, de seul, chez soi. Bon, ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, c'est que c'est quand même beaucoup plus diversifié. Enfin, il y a beaucoup de situations de célibat. D'autant plus que c'est pour ça qu'on a mis célibat au pluriel dans le titre de notre livre. Il y a plusieurs façons de définir le célibat. Le premier chapitre de notre livre parle de la frontière assez ténue entre le couple et le mariage. À quel moment on est en couple? Est-ce que le célibat, c'est forcément une opposition au mariage? Bon, pour les périodes comme le Haut Moyen-Âge, on pouvait ne pas être marié aux yeux de l'Église, mais vivre ensemble et être considéré par la société comme de fait mariés, en tout cas formant ménage, formant famille. Et puis plus largement, célibat et solitude, ça va pas forcément de pair, parce que une personne célibataire peut s'inscrire dans tout un réseau,
familial, amical, littéraire pour le cas de Devaux, dont un chapitre est consacré à ce littérateur du XVIIIe siècle. Voilà, donc en fait, il y a plein de situations de célibat qui font qu'on ne peut pas associer solitude et célibat dans tous les cas. Alors au XVIIIe siècle, on voit apparaître de très nombreux écrits, de très nombreux pamphlets qui s'inquiètent de la dénatalité en France, de la décroissance de la population, de la dégénérescence de la race. Et ça, l'un des chapitres du livre en parle brièvement, c'est le chapitre consacré à Alexandre Bonniard, qui est un savant du XVIIIe siècle et qui, plutôt vraiment fin XVIIIe, début XIXe siècle, et qui, lui, se situe dans une période un peu charnière qui, justement, revalorise la famille, la vie en couple, le mariage et surtout la procréation, et où donc le célibat, y compris le célibat savant, est de plus en plus décrié. Oui, en effet, les moments de tension démographique ont tendance à être aussi des moments de valorisation du couple, de valorisation de la natalité en règle générale. Et on a un exemple symptomatique de ça après la Première Guerre mondiale, où le marché matrimonial se trouve complètement déséquilibré, où on a presque 3 femmes pour un homme sur le marché matrimonial. Et ce déséquilibre-là a un effet différencié sur la perception du célibat féminin et masculin. Pour les femmes, où le célibat était quand même beaucoup plus stigmatisé, là, preuve en est par les chiffres que on ne peut pas faire peser sur elles la responsabilité de leur célibat. Donc apparaît une autre forme de célibat, un célibat acceptable aux yeux de la société du fait des pertes de la guerre. De l'autre côté, le célibat masculin est plutôt perçu comme un égoïsme des hommes qui, face à ce qu'on perçoit comme étant un célibat de masse, des hommes qui seraient dans le refus de se marier et donc de participer à l'effort de la nation pour repeupler la nation. Donc il y a cet effet différencié du point de vue du genre dans ces moments de grande crise. C'est pas la même chose d'être célibataire et pauvre, à l'exemple d'Apolline Leclerc, que d'être une femme de l'aristocratie, comme le chapitre que moi j'ai consacré à Henriette de Conflans, et de vivre son célibat dans l'opulence. En fait, sans surprise, le statut social donne des marges de manœuvre aux célibataires, et inversement, lorsqu'on est déjà issu des classes populaires, le célibat peut être un obstacle à une ascension sociale ou à essayer de sortir de la marginalité. C'est le cas pour Apolline Leclerc qui, de par son célibat, a du mal à sortir de l'asile, mais c'est le cas aussi pour Joseph-Antoine Canavi qui, de par son trop faible patrimoine, a du mal à accéder à ce mariage bourgeois. On peut mettre en miroir le chapitre consacré à Gertrude Bell et celui consacré à Madeleine Pelletier, où on voit que le célibat de Gertrude Bell est un célibat émancipé aussi parce qu'elle appartient aux élites, et ça produit des effets sur son engagement qui sont différents. Elle est par exemple opposée au vote féminin parce qu'elle estime qu'il faut être plus éduqué pour pouvoir voter, alors qu'à l'inverse, Madeleine Pelletier, qui elle est plutôt issue des milieux populaires, considère son célibat comme un engagement militant qui n'aura plus lieu d'être dès lors qu'on adviendra à une société d'égaux, d'égales et égaux, et donc le célibat militant est un célibat qui contrevient à l'ordre hétérosexuel et patriarcal, et tout ce qu'il charrie de politique, dont l'inégalité face au vote. Alors on tient à rappeler quand même que ce livre, c'est le fruit d'un travail collectif, d'une réflexion collective qui s'est fait sur plusieurs mois, voire années, et que forcément réfléchir au célibat dans toute sa diversité, ça demande de faire intervenir des chercheurs et des chercheuses de différentes périodes, de différentes aires géographiques, qui travaillent sur différentes catégories sociales. Oui, cette dimension collective du livre, elle nous a d'abord permis de montrer que il n'y a pas un célibat, mais il y a des célibats qui sont historiquement et socialement situés, et tous les fils rouges qu'on peut suivre au fil de la période étudiée viennent justement des résonances qu'il y a entre les différentes contributions de nos auteurs et autrices, qu'on remercie chaleureusement.